Merci à tous d'être là. On n'est pas très nombreux. Je viens de compter, on doit être entre 45 et 50. C'est pas énorme, mais à 2 mois d'une élection, d'un pays où beaucoup de gens pensent que la politique, ça sert plus à rien, que de toute façon c'est foutu, qu'il n'y a pas de solution, être presque 50 un soir d'hiver pour réfléchir à l'avenir de notre département, c'est déjà pas mal. Donc merci à ceux et celles qui sont là. Et puis je pense qu'il faut qu'on arrive tous à convaincre autour de nous que la politique, ça vaut le coup et que cette élection est importante. Je vais d'abord parler du fond et je pense que dans le débat, on dira pourquoi aller voter le premier tour des cantonales est très important pour la vie de nos territoires dans le 92 et aussi pour une vision nationale des questions politiques. C'est le dernier grand vote avant la présidentielle. Donc il y a un double effet dans le vote que vous ferez le 20 mars. Il y a au moins deux choses importantes. Alors on m'a demandé de parler du fond, de la crise. Je le fais sans aucun plaisir, je suis plutôt un naturel joyeux. Là, tout à l'heure, j'ai passé une demi-heure avec les enfants, on a plutôt rigolé. Mais en même temps, comme responsable politique et comme citoyen, je dois dire qu'il y a de quoi être inquiet. Que certains, souvenez-vous, il y a 2 ans et demi, quand Lehman Brothers est tombé, tout le monde nous a dit qu'on vivait une crise historique, que c'était la fin du capitalisme, qu'il fallait tout repenser. Vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, tout le monde, à droite comme à gauche, de Sarkozy à Besancenot, tout le monde était d'accord pour dire que le capitalisme nous amenait à la catastrophe et qu'il fallait tout repenser. Bon. Et aujourd'hui, alors qu'il y a quand même plus de 4 millions de chômeurs, qu'on est à un niveau de déséquilibre, que le monde est à 2 doigts du chaos financier, qu'on entend un bon nombre de dirigeants de droite, mais aussi parfois quelques dirigeants de gauche, on a l'impression que la crise était une parenthèse et qu'on peut continuer comme avant. Et nous, à Europe Écologie, on a une lecture de la société, une lecture de la crise différente. Et c'est aussi pour ça qu'on pense que les solutions, on n'a pas les mêmes solutions parce qu'on n'a pas la même lecture de l'état actuel et de ce qui se prépare si on ne change pas radicalement de politique. Alors, comme économiste de service, je vais vous donner quelques chiffres. Enfin, vous voyez, je ne suis pas le seul à m'inquiéter. Tu l'as dit, en fait, les États généraux, ça fait maintenant 1 an, c'est plusieurs étapes. Yves a participé à 2 jours de débat en octobre et on avait fait un premier débat avec Joseph Stiglitz et Eva Joly et Edgar Morin à la Défense, pas loin d'ici, il y a 1 an. Et Joseph Stiglitz, prix Nobel, dit « Personne ne veut regarder les choses en face. Nous sommes en train de préparer le terrain pour des crises aussi violentes, pour d'autres crises aussi violentes que celles que nous avons connues. Depuis 2 ans, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. » Voilà, il dit depuis 2 ans, on cause, on veut rassurer les peuples tout en donnant l'impression de faire des trucs. On s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic, mais on est toujours sur le Titanic et on sait que ça peut mal finir le Titanic. Ou Krugman, un autre prix Nobel, qui dit que nos dirigeants sont dans le déni de la réalité, que les dirigeants passent leur temps à rassurer les gens. Quand vous entendez Christine Lagarde, toutes les semaines, Christine Lagarde se félicite de quelque chose. Elle se félicite de la sortie de la crise, elle se félicite du chômage, elle passe son temps à dire que tout va bien. C'est Churchill, dans ses mémoires, qui explique qu'on aurait très bien pu éviter la Deuxième Guerre mondiale, mais que tous les chefs d'État se sont cru obligés d'être optimistes. Il fallait être optimiste et rassurer les peuples. Et à force d'être optimiste et de faire la politique de l'autruche, on est allé arriver à une catastrophe qu'on aurait très bien pu éviter. Donc nous, notre but n'est pas de dire que ça va mal. Notre but, c'est juste de dire, voilà l'état des lieux, et voilà surtout les solutions, voilà pourquoi c'est grave et pourquoi ça peut s'aggraver, et pourquoi on a des solutions efficaces pour sortir de la crise avant qu'elle s'aggrave. Alors dire la vérité, c'est par exemple, je suis allé juste faire sur le site du ministère du Travail, faire une copie d'écran, c'est l'évolution du nombre de chômeurs, c'est pas moi qui ai fait la courbe, vous allez sur le site du ministère du Travail tout à l'heure, 1 100 000 chômeurs en plus depuis 2 ans. 1 100 000 chômeurs, hommes et femmes, il doit en avoir dans la salle, on doit en connaître parmi nos copains, parmi nos familles. 1 100 000 chômeurs en plus, c'est quand même considérable. Et quand on nous dit qu'il y a une amélioration, il y a 500 000 tous les mois, il y a 500 000 hommes et femmes qui arrivent à Pôle emploi. C'est des chiffres qu'on n'aurait jamais imaginés il y a 2 ans. Le flux de nouveaux entrants, c'est monstrueux. 500 000 personnes qui tombent au chômage chaque mois. Et pourquoi est-ce que la courbe ne monte pas de 500 000 de plus tous les mois? C'est parce qu'il y en a qui s'en vont. Il y en a, par exemple, 490 000. Là, c'est pour ça que Christine Lagarde se félicite du fait que le nombre de chômeurs augmente moins vite. Mais pourquoi est-ce que les gens quittent Pôle emploi? Est-ce que c'est parce qu'ils retrouvent un boulot? La réponse, hélas, c'est le ministère qui le dit. Plus de la moitié de ceux et celles qui quittent les statistiques ne retrouvent pas de boulot. C'est le ministère qui le dit. Plus de la moitié sont en fin de droit. Moi, j'ai un copain dans mon quartier qui avait travaillé pendant 10 ans dans la banque. Il a été licencié il y a 2 ans et demi. Pendant 2 ans, il a cherché, mais il n'a pas trouvé. Au bout de 2 ans, il a fini ses droits, il tombe au RMI. Et il y en a qui ne tombent même pas au RMI, si leur conjoint a un revenu, ils ne tombent à rien du tout, et ils ne sont plus dans aucune statistique, mais ils sont dans la galère la plus totale. La famille a vu son revenu divisé par 2.
Vous voyez ce que ça veut dire au quotidien, quand il faut payer la cantine des enfants, quand il faut préparer les vacances. Ils ne sont dans aucune statistique. Christine Lagarde se félicite parce qu'ils ont disparu de l'écran radar, mais c'est des milliers, c'est chaque jour, c'est très concret. J'aimerais montrer des visages de personnes, parce que j'en vois dans mon quartier. L'autre jour, je prenais un café avec quelqu'un, j'ai vu passer une maman, on est parents d'élèves dans la même école, et je sais qu'elle est dans une mouise terrible, que son mec est au chômage et qu'elle-même est en situation précaire. Donc derrière des chiffres, c'est des personnes, c'est des familles. On nous dit qu'il y a une accalmie, mais il n'y a aucune accalmie. Plus de la moitié de ceux qui quittent Pôle emploi ne retrouvent pas de boulot. Et parmi ceux qui retrouvent du boulot, encore une fois, c'est les chiffres officiels du ministère, 60% des embauches, c'est des contrats de moins d'un mois. Donc on n'a jamais connu un tel niveau de chômage, on n'a jamais connu un tel niveau de précarité. Il ne s'agit pas de faire du zola. Heureusement, il y a encore des gens qui ont un boulot stable, il y a encore des gens qui sont heureux au travail. Il ne s'agit pas de dire que tout est foutu. Mais quand même, voyons, quand on nous dit que la crise est bientôt finie, c'est se moquer du monde. Et quand on nous explique que la croissance va revenir, c'est juste du pipeau. Vous avez là quelques dépêches qui vous expliquent qu'au Japon, la consommation est en train de retomber. Cet après-midi, l'Angleterre a annoncé, je ne sais pas si vous avez vu sur tous les sites internet, l'Angleterre vient d'annoncer qu'elle retombait en récession. La semaine dernière, c'est l'Allemagne qui a annoncé que les ventes de détail retombaient de moins 3% en un mois, ce qui est très rapide. Donc il n'y a que Christine Lagarde, pour schématiser, qui croit encore que la reprise est là et que la croissance va revenir et va régler tous les problèmes. Et pendant qu'on essaye de rassurer les gens, il y avait une fuite dans la presse anglaise il y a quelques mois. C'est la Société Générale qui prévenait ses meilleurs clients qu'il y avait un risque de global collapse, c'est-à-dire d'un effondrement complet du système économique et financier. C'était un mémo de 50 pages qui était envoyé aux meilleurs clients. Moi, je suis à la Société Générale, mais je ne l'ai pas reçu. Je pense que c'est ceux qui gèrent plus de 2 milliards. Je ne sais pas, oui, ils m'ont oublié. Mais vous non plus. Je sais pas. Je crois que c'est ceux qui gèrent des grands fonds qui l'ont reçu. Et la Société Générale explique c'était un argumentaire de 50 pages pour dire on peut continuer à jouer sur les marchés financiers. Il y a encore du bénéfice à faire. Mais sachez que ça peut s'effondrer et qu'il faudra se retirer en 48 heures. La conclusion, c'est soyez capables de retirer toutes vos billes en 48 heures parce qu'on peut avoir un effondrement complet du système économique et financier. Pourquoi ? Il y a au moins 2 bombes dans le système. Je ne vais pas être trop long sur l'aspect macro, mais c'est quand même bien de savoir vers quoi on va en gros. Est-ce que la crise est vraiment finie ou est-ce que le pire est devant nous ? C'est quand même pas stupide de savoir pour des gens qui vont voter dans 2 mois pour savoir quelles équipes on met en place dans le département ou dans 1 an au niveau national. Est-ce que la crise est finie ? La réponse est non. Quand on nous explique que les États-Unis et la Chine sont les 2 moteurs de la croissance mondiale, c'est vrai à très court terme, mais à moyen terme, c'est 2 bombes. Les États-Unis ont brûlé en 1 an et demi 2400 milliards de dollars. C'est des chiffres, si on s'était vu il y a 3 ou 4 ans, aucun de nous n'aurait pensé qu'un pays pouvait brûler, pour juste maintenir son économie à flot, 2400 milliards. L'autre jour, j'étais dans un débat avec Libération, et le journaliste me disait « Mais Pierre, tu es vraiment inquiet, ne t'inquiète pas, la Chine est toujours là pour financer les États-Unis. » Je lui dis « Excuse-moi, mais les ordres de grandeur ne sont plus bons. Ce que les États-Unis ont cramé en 18 mois, c'est l'équivalent de tout ce que la Chine, c'est exactement l'équivalent de toutes les réserves de change que la Chine avait pris 15 ans à accumuler. Quant à la Chine, ils ont eu tellement peur de tomber en récession l'an dernier, quand les exportations chutaient, que le gouvernement a fait un gros plan de relance avec du béton partout, un grand classique, plan de relance par les dépenses publiques. Ils ont demandé aux banques d'accepter n'importe qui demandait un crédit privé pour acheter une voiture, pour acheter un appartement, pour boursicoter, pour faire agrandir sa zone industrielle. N'importe qui allait voir sa banque avait son crédit. Ils ont injecté 30% du PIB rien qu'en crédit privé. Au total, entre la dépense publique et les crédits privés, la Chine a injecté 43% du PIB. 43%, c'est du délire. Souvenez-vous, dans le traité de Maastricht, on avait mis comme règle de prudence pas plus de 3% du PIB de déséquilibre. Vous vous souvenez, c'était la règle jusqu'à il y a 3-4 ans. Pas plus de 3% du PIB. Voilà, on nous présente comme le nouveau modèle, l'économie qui va dominer tout le monde. Ils ont dû injecter, pour garder de la croissance. C'est pour ça que le débat que portent les écologistes est fondamental. Pour absolument garder de la croissance, parce que les dirigeants chinois pensent que s'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas assurer la stabilité sociale. Donc c'est pour ça que cette question, on va en reparler, est fondamentale. Mais parce qu'il faut absolument de la croissance, ils ont injecté 44% du PIB. Et l'autre jour, je montrais ces 2 courbes à Bourguignon, qui est l'ancien chef économiste de la Banque mondiale, donc qui n'est pas un imbécile, et qui d'abord mettait ses lunettes et découvrait le problème pour la Chine. Il me disait, j'ai déjà vu des dépêches qui passent, mais qui nous disent qu'ils ont mis 1000 milliards de yuan, et il me dit honnêtement, tout le monde s'y perd entre les milliards de yuan, les milliards de yens, on ne sait pas si c'est beaucoup ou peu. Il me dit, vous, l'intérêt, c'est que vous le comparez au PIB. Donc on voit tout de suite qu'il y a un énorme problème. Non mais c'est vrai, honnêtement, moi je suis incapable. Tu me dis qu'ils ont mis 10 000 milliards de yuan, et tu me dis après ça qu'ils en ont mis 1000, je te fais oui à chaque fois. Non mais personne ne sait combien vaut un yuan par rapport à un euro. Par contre, quand on voit la courbe et qu'on voit qu'ils ont mis 30% du PIB en 1 an
pour éviter la récession, on comprend qu'il y a un blême. Et donc, ce que me dit Bourguignon, il me dit ce qui nous sauve, donc il me dit c'est très inquiétant, mais il me dit ce qui nous sauve, c'est que la Chine continue à financer les États-Unis. Et je lui dis, je suis désolé de vous contredire, mais si on suit tous les 3 mois, on sait qui c'est qui achète les bons du Trésor américain. Et en fait, la Chine est en train de se désengager. La Chine a tellement besoin d'argent pour sa propre croissance, toujours, il faut absolument relancer la croissance, on ne peut pas imaginer un nouveau modèle de développement. La Chine a tellement besoin d'argent pour elle-même qu'elle se désengage petit à petit. Alors, je ne vous dis pas, le problème à l'époque d'Internet, c'est qu'on a tous pris l'habitude de cliquer sur un truc et que ce soit un effet immédiat. Je ne vous dis pas que demain, là, le 26 janvier, je ne vous dis pas que demain, les États-Unis et la Chine s'effondrent. Je vous dis juste qu'on est sur des trajectoires absolument intenables, que ça ne peut pas tenir. Vous avez peut-être entendu, ceux qui s'intéressent à l'économie, que la Réserve fédérale vient de dire qu'elle va créer aux États-Unis 600 milliards de dollars. Elle crée 600 milliards à partir de rien du tout. Et donc les marchés financiers ont salué, il y a encore du liquide qui sort, c'est génial à très court terme. Mais pourquoi est-ce que la Réserve fédérale, donc la banque centrale, crée 600 milliards, c'est quand même colossal à partir de rien? C'est parce qu'en fait, plus personne n'achète les bons du Trésor à plus de 5 ans aux États-Unis. Pour rassurer le bourgeois et pour donner l'impression que tout va bien, les États-Unis, toutes les semaines, pour financer leurs dépenses, leur déficit qui est colossal, ils font des bons du Trésor à 1 an. Vous voyez ce que c'est les bons du Trésor? Tous les pays, on demande à quelqu'un, est-ce que vous voulez prêter de l'argent à la France ou à l'Allemagne ou aux États-Unis parce qu'on a besoin d'argent pour payer nos fonctionnaires, pour payer nos déficits, pour payer les hôpitaux. Donc, et aux États-Unis, c'est 14% du PIB de déficit. Et donc, pour rassurer le bourgeois et donner l'impression que tout va bien aux États-Unis, ils continuent à émettre des bons du Trésor à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 30 ans. Donc ça donne l'impression que tout va bien et que les gens font confiance, que même il y en a qui achètent des bons du Trésor à 30 ans. En réalité, il n'y a plus aucun investisseur normal qui achète des bons du Trésor à 10 ans ou à 30 ans. Plus personne de normal n'achète des bons du Trésor des États-Unis à plus de 5 ans. C'est pour ça que la Réserve fédérale est obligée de... La Chine se désengage, mais elle n'est pas la seule. C'est pour ça que la Réserve fédérale crée de l'argent à partir de rien pour acheter ces bons du Trésor. Mais vous voyez qu'on est dans une fuite en avant. Je pense que s'il y en a qui ont fait des études d'économie ici, jamais personne n'aurait imaginé que la première puissance économique mondiale était dans cette fuite en avant, à créer des centaines de milliards. Rien que depuis début janvier, ils ont créé 110 milliards, ils ont sorti les chiffres hier. Le mois de janvier n'est pas fini, ils ont créé à partir de rien 110 milliards parce qu'il fallait absolument financer les déficits. Donc, tous ceux qui vous disent que la crise est bientôt finie et que la croissance va revenir et que vous pouvez consommer tranquille, c'est quand même assez inquiétant. Ils n'ont pas vu venir la crise. Vous voyez, c'est Krugman, le prix Nobel, qui a fait un édito il y a quelques semaines, qui dit que ça ressemble de plus en plus aux années 30. Il fait son éditorial depuis Berlin et avec une photo de soupe populaire. Krugman, qui est un de ceux qui avait annoncé la crise, dit quand même on est en train d'accumuler les bêtises, pour être poli, et ça risque de mal finir. Alors, ça c'est un peu ridicule de se montrer, mais c'est le journal Marianne qui avait fait 2 pages il y a 2 ans, ou un peu plus de 2 ans, sur ceux qui avaient annoncé la crise. J'étais tout fier d'être, là c'est moi, mais j'étais tout fier d'être à côté de Roubini, le conseiller de Clinton, de Paul Jorion, de Michel Aglietta, de Morin. Et Marianne faisait tout un dossier sur ceux qui avaient annoncé la crise et qu'on n'avait pas écouté. Et honnêtement, c'était pas très compliqué d'anticiper la crise. Vous voyez la photo, c'est une conférence de presse que j'avais faite en 2003 à l'Assemblée nationale avec des gens des Verts et d'autres partis. On avait dit qu'il fallait faire attention. Vous voyez la courbe de la dette aux États-Unis. Quand vous voyez la courbe de la dette qui monte comme ça et le taux d'épargne qui devient négatif, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 15 en économie pour comprendre qu'il y a un problème. Et donc, on ne nous a pas écoutés. On a quand même été assez nombreux, on était plus que 5 en réalité, on a été quand même assez nombreux à dire qu'on allait vers une grosse crise et nos dirigeants ont été incapables. Alors qu'on aurait très bien... Et ce n'est pas un problème théorique, c'est quand même plus de 80 millions de chômeurs. Le BIT a sorti ce matin une étude qui dit qu'il y a au moins 80 millions de chômeurs qui sont dus à la crise, 80 millions de chômeurs et on a dépensé des centaines de milliards. Donc ces centaines de milliards, on aurait pu ne pas les dépenser et les 80 millions de chômeurs, on aurait pu ne pas les avoir. Donc la crise qu'on vit depuis 3 ans, on aurait très bien pu l'éviter, mais simplement nos dirigeants étaient complètement aveugles et complètement bouchés intellectuellement. Ils croyaient au libéralisme et on était tous des affreux gauchistes et des pessimistes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas anticipé la première crise et ils ne voient pas venir la prochaine. Comment éviter la prochaine? C'est là qu'on en vient à la question sociale, parce que je rencontre pas mal de dirigeants, soit à Paris, soit à Bruxelles, pour des questions européennes, et j'ai l'impression que pas mal de nos dirigeants tournent en rond, qui sont en fait paumés. Que devant la caméra, ils essayent de rassurer les gens, mais quand on les voit en petit comité, ils savent que ça peut devenir grave, que ça peut partir en vrille, mais ils ne voient plus comment s'en sortir. Et même Roubini, je vous dis, qui était un de ceux qui avaient lancé la crise, montre bien le désarroi de pas mal d'élites.
Roubini vient de faire un gros bouquin de 400 pages où il explique qu'on va vers une crise explosive, terrible, à cause du poids de la dette publique. La thèse qu'il développe, c'est que dans tous les pays, la dette publique devient écrasante et que donc on va en crever, que ça va mal finir, qu'on va avoir un crack beaucoup plus grave que celui. Bon. Et donc un journaliste de Nouvel Observateur, il y a 6 mois, lui dit, mais alors, donc il faut faire des plans de rigueur. Et la réponse de Roubini, c'est les plans de rigueur, damned if you do, damned if you don't. On est foutu si on les fait, on est foutu si on les fait pas. Oui, ça donne l'impression quand même qu'on tourne un petit peu en rond. Donc en gros, le problème c'est, si on fait des plans de rigueur, on retombe en récession tout de suite. Et si on ne fait pas de plan de rigueur, si on continue à faire marcher la planche à billets, dans 4 ans ou dans 5 ans, on est écrasé par la dette. Et là, on est sur le toboggan et on ne sait plus comment l'arrêter. Donc la réponse de Roubini, elle illustre bien, à mon avis, il a au moins le courage de le dire. Il sent que c'est grave, il sent que ça peut partir en vrille, mais il ne voit plus comment on en sort.